Après une saga Super C17 calamiteuse, Dragon Ball GT entame son champ du cygne avec la dernière saga, la saga des dragons maléfiques. Alors la question c'est, est-ce que Dragon Ball GT va finir en beauté? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ouais. Afin de ressusciter les victimes causées par l'attaque de Super C17, Goku et ses amis réunissent les Dragon Ball de la Terre qui pour une raison inconnue sont fissurés. Ils invoquent malgré tout le dragon, mais en lieu et place de Shenron, un dragon malfaisant apparaît, s'allume un gros cigare et prévient Goku et sa bande qu'ils ont trop fait les cons à utiliser les Dragon Ball à tir larigot, et que du coup, comme l'avait prévenu le grand Kaioshin, de l'énergie négative s'est accumulée à l'intérieur des Dragon Ball, à chaque fois qu'ils ont fait un vœu, et là l'énergie accumulée est telle que ça a corrompu les Dragon Ball. Les Dragon Ball se dispersent aux quatre coins du monde et s'incarnent en 7 dragons. De plus, un voile d'énergie négative enveloppe la Terre, qui commence à s'autodétruire. Goku part donc affronter les 7 dragons maléfiques avant que la Terre soit de nouveau détruite, ainsi que toute la galaxie. Alors par contre, il part tout seul avec Pan. Pourquoi? Je ne sais pas. Bref, il bat assez facilement les 4 premiers dragons, puis commence à sérieusement galérer face aux 3 derniers. Son Shenron et surtout Su Shenron, le dragon de la boule à 4 étoiles de Goku, avec lequel Goku sympathise. Puis vient le dernier dragon, Li Shenron, qui absorbe les 6 autres Dragon Ball et devient Super Li Shenron ou Omega Shenron, qui fout une branlée de l'espace à Goku. Puis Vegeta se pointe, se change SJ4 et fusionne avec Goku pour donner naissance à Super Gogeta 2, qui défonce Omega Shenron, mais comme d'hab, il fait le pitre au lieu de l'achever, du coup la fusion s'arrête. Ils sont donc dans le caca, mais Goku fait un giga Genkidama universel et bousille Omega Shenron. Le Shenron original apparaît, ressuscite tout le monde, Goku monte sur son dos, fait un dernier adieu à Krillin et Piccolo, puis disparaît avec les Dragon Ball, et c'est la fin de Dragon Ball GT. Bon, ça c'était pour le rapide petit résumé, mais qu'est-ce que j'en ai pensé ? L'idée de départ de ce dernier arc, et je le pense sincèrement, est une idée absolument géniale. Faire des Dragon Ball eux-mêmes le grand méchant final de Dragon Ball, en se basant en plus sur quelque chose qui a été évoqué vers la fin du manga, c'est génial, et je pense qu'il s'agit là de l'une des meilleures idées, si ce n'est la meilleure idée d'histoire à raconter avec les Dragon Ball. L'idée met en avant le fait que l'existence et l'utilisation des Dragon Ball soient ultra cheatées. En réalité, ça on a déjà vu dans d'autres vidéos, la permissivité des Dragon Ball nuit aux enjeux scénaristiques. Parce qu'en fait tout est trop facile, donc du coup les enjeux perdent un peu d'intensité. En avançant l'idée que tout ceci a finalement un coût, qu'il y a un prix à payer pour tout ça, que toutes ces facilités ont finalement de vraies conséquences. On répare un des plus gros problèmes de Dragon Ball. C'est novateur, pertinent, utile, bref, c'est la meilleure idée. En plus, lorsque Goku affronte Shai Dragon Maléfique, les dragons lui disent qu'elle veut exaucer les a fait naître. Ça rajoute un côté rétrospectif très sympa. Même le fait que Goku devienne pote avec le dragon de la 4ème boule, c'est une trop bonne idée, parce que cette 4ème boule est d'une certaine façon un personnage à part entière de la saga. C'est le cas pour toutes les boules, à des niveaux différents d'ailleurs, mais voilà, t'as compris. Et lui donner corps, lui donner la parole, c'est trop bien pensé comme concept. Su Shenron est l'un des dragons les moins corrompus par l'énergie négative, parce qu'il a été le plus en contact avec la pureté et la bonté de Goku. C'est à la fois un nouveau personnage et un vieux pote en fait. Bref, l'idée autour des dragons maléfiques est génialement géniale. Le problème, malheureusement, c'est que c'est une idée géniale, pas très bien exploitée. Comme d'habitude. Les affrontements avec les 4 premiers dragons sont super enfantins sa race. J'ai l'impression que l'arc a le cul entre deux chaises. À l'annonce de la quête, on semble vouloir proposer un simili-arc du sanctuaire dans Dragon Ball. C'est-à-dire un nombre d'ennemis à battre dans un temps limité en se déplaçant jusqu'à eux. Mais les combats avec les 4 premiers dragons, on dirait plutôt des épisodes de la première saison de Pokémon. Pokémon ? Bah ouais, on a des enfants qui combattent des monstres élémentaires qui finissent enfermés dans des boules. Ah, bien vu. Et autant un arc du sanctuaire dans Dragon Ball, je trouve l'idée extrêmement cool, autant Pokémon, je m'en bats la race. Enfin, j'aime bien Pokémon, mais c'est pas ce que j'ai envie de voir avec l'univers de Dragon Ball. Ouais, mais vu qu'on n'a pas tous 30 piges, ce serait bien que t'expliques un peu c'est quoi l'arc du sanctuaire. Sérieux? Ouais, mais quelque part t'as raison, je vais expliquer ce que c'est, on sait jamais. Alors, l'arc du sanctuaire est l'arc le plus culte du manga Saint Seiya de Masami Kurumada, plus connu chez nous sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Arc dont la structure est super simple et qui servira de base pour quasiment tous les arcs de l'univers Saint Seiya.
Athéna se prend une flèche d'or dans le boobs, les saints de bronze, Seiya, Shiryu, Shun et Yoga ont alors 12 heures pour traverser le sanctuaire d'Athéna et les 12 maisons du Zodiaque, pour vaincre le grand Pop et sauver la déesse. Ils devront s'arrêter à chaque maison pour affronter un chevalier d'or qu'ils devront vaincre pour poursuivre leur quête. Donc nous avons bien un nombre d'ennemis à battre dans un temps limité en se déplaçant jusqu'à eux. Bon, pour avoir réellement un véritable arc du sanctuaire dans Dragon Ball GT, il aurait fallu que Goku soit accompagné d'une équipe et qu'à chaque étape, chaque ennemi rencontré, un membre de l'équipe reste en arrière affronter le dit ennemi pour laisser l'équipe continuer dans sa lancée en fait. Mais sinon à part ça on est en plein dedans quand même, oui. Bref, le problème c'est que toutes ces phases pokémonesques viennent presque contredire l'impression d'urgence annoncée par le Shenron noir. C'est des épisodes où on déconne, on fait des blagues, alors qu'on est censé être sur un arc qui cause avant tout de responsabilité et de conséquences. En fait, on retombe un peu dans les travers de la toute première partie de la série. C'est super enfantin, et alors que Goku peut littéralement régler son compte à ses dragons en 2 coups de cuillère à peau, et ça prend un ou plusieurs épisodes parce qu'on passe son temps à essayer de nous proposer du gag pas ouf en fait. l'arc prend un tournant plus sérieux lorsque Goku affronte Son Shenron et Su Shenron, car comme on l'a vu, ça essaye de raconter un truc cool, et en plus les deux dragons semblent être de vraies menaces. Cette partie n'est pas parfaite, loin de là, ça reste globalement ultra débile, et Goku passe les 3 quarts du combat à se cacher comme un con. Mais je maintiens que si tous les dragons avaient été de l'acabit de Su et Shun Shenron, l'arc aurait eu une bien meilleure gueule. On aurait eu une bien meilleure impression de danger, de conséquences, de menaces. Puis vint la dernière partie de l'arc, qui est un subtil mélange de malaise et de fanservice ostentatoire. Bon déjà, on va causer du méchant final, Lee Shenron, qui a pour lui un design qui défonce sa grand-mère, mais niveau personnalité, c'est le strict minimum. C'est bonjour, je suis le méchant et je dois taper le gentil. Et ce bâtard aurait pu être effrayant, si je n'avais pas vu cette scène. Il a frappé Satan, et Satan a survécu. Et je sais, certains me diront oui, mais celle aussi avait frappé Satan et Satan a survécu. Non, celle a mis une pichenette de mépris à Satan. C'est-à-dire qu'il l'a jugé tellement faible et insignifiant qu'il a dit hey, casse-toi de mon chemin en lui mettant une petite gifle. Genre t'es même pas digne que je te tue. Je te méprise, je te gifle du dos de la main. Là, Lee Shenron, il lui a mis un vrai coup de tatane, un vrai kick. Regarde l'image, il a mis toute son âme dans ce coup de tatane dans le bide. Et Satan a survécu. Quand j'ai vu cette scène, j'ai débandé direct. L'affrontement avec Goku n'est pas spécialement épique, même s'ils ont fait en sorte de le mettre en difficulté d'une manière un peu originale, en lui retirant momentanément la vue. Je n'ai pas vraiment eu de sensation de danger, ni même de puissance démesurée de Lee Shenron. Ce combat n'a pas une vibe de combat final en fait, alors que Goku versus Baby Vegeta, carrément que ça en avait une. Ouais. Il faut aussi qu'on parle de Vegeta. Personnage qui a été à la fois très important, au moins indirectement avec l'arc Baby Vegeta, et à la fois très délaissé, qui fait un comeback dans cette dernière partie, en se changeant en Super Saiyan 4 grâce à la machine de Bulma. Bah ouais, parce que l'orgueil du prince des Saiyans, on oublie, le gars est passé clairement à autre chose, donc pourquoi pas, devenir fort à cause d'une machine, why not? On a le droit à un épisode entier centré sur lui et sa relation avec Goku. Alors l'épisode aurait pu être intéressant, mais en réalité c'est ce qu'on appelle dans le jargon un épisode patchwork. Alors un épisode patchwork, que ce soit en série d'animation ou en live action, c'est un épisode qui est fabriqué avec des extraits d'anciens épisodes. Alors généralement, pour le truc basique, c'est un mec, c'est un personnage qui a des flashbacks de ce qui s'est passé avant, ce qui justifie qu'on voit d'anciens extraits d'épisodes, en fait, oui. Donc en gros, je te réexplique, un épisode patchwork, donc c'est un épisode qui est construit autour d'extraits, avec des extraits d'anciens épisodes, comme on collerait un patchwork en tissu. On prend différents morceaux de tissu pour créer un patchwork, d'où le nom épisode patchwork. Il y a des épisodes comme ça dans toutes les séries du monde, dans les Simpsons, Futurama, Friends, Stargate SG1, Star Trek, toutes les séries du monde qui ont plus de 10 épisodes ont à un moment ou un autre un épisode patchwork. C'est des épisodes qui sont conçus parce qu'ils sont faciles à produire et permettent à la production d'avancer sur les épisodes suivants. Ça donne un délai, ça permet d'économiser du temps et de l'argent et de faire un épisode en plus. Voilà, j'espère que tu as compris, c'était quoi? Oui. Bref, Vegeta SJ4 débarque et bim, fusion avec Goku et SJ4, ce qui nous donne Super Gogeta 2. Pourquoi 2? Il est en Super Saiyan 4? Sans doute parce que c'est la deuxième fois qu'on voit Gogeta, j'imagine. Et peut-être que s'ils l'avaient appelé Super Gogeta 4, ils avaient peut-être peur qu'on se pose la question, mais ils sont où le 2 et le 3? J'en sais rien. Bah on a bien Vegeta Super Saiyan 4 alors qu'on l'a jamais vu en Super Saiyan 3. Pourquoi tu poses des questions?
Bon, à paraître un peu stylé, l'apparition de Gogeta n'apporte pas grand chose au Schmilblick, vu que comme d'habitude ou presque, ça foire, et Goku termine l'Ishenron avec un Genki-Dama universel. C'est avec ces histoires de Vegeta 4, Gogeta 2 et de Genki-Dama que l'arc tombe selon moi dans le fanservice ostentatoire, et fastoche, en mode bon, reste pas beaucoup d'épisodes, viens on crame toutes nos cartouches en balançant coup sur coup tous les trucs que veulent voir les fans. Et en vrai, je leur en veux pas tellement. C'était facile, mais on sent que ça part d'une bonne intention. Et ce qui confirme, selon moi, que cet arc a été fait avec les meilleures intentions du monde et avec une volonté sincère de respecter l'héritage Dragon Ball et ses fans, c'est la fin. Qui est une très belle fin et qui a en plus étonnamment l'intelligence d'être ouverte à interprétation. La fin fait tellement réfléchir et semble être tellement subtile que t'as l'impression que c'est la fin d'un autre animé. Et encore aujourd'hui on se pose tous la question, Goku est mort ou pas ? Et aussi, lui et Shenron, ils se barrent où en fait ? Bon, alors moi j'ai ma petite théorie personnelle. Alors, ce que je vais dire, il est tout à fait possible que des dizaines de gars l'aient déjà dit, l'animé a plus de 20 ans, c'est normal, j'ai pas vérifié, j'ai pas regardé, mais je vais te dire quand même mon interprétation personnelle. Après, t'en fais ce que tu veux. Oui. J'ai fait l'impasse dessus dans le résumé, mais à un moment donné, Goku avale la Dragon Ball à 4 étoiles, ce qui lui permet de purger l'énergie négative qui s'y trouve, et de rendre Su Shenron gentil. Goku a pu purifier la Dragon Ball parce qu'il possède un cœur pur. Lorsque Goku s'endort sur le dos de Shenron, les Dragon Ball rentrent en lui. Je pense donc que Goku part avec le dragon en partie pour purifier les Dragon Ball. Alors par contre, est-ce que du coup il meurt ou est-ce qu'il part tout simplement sur un autre plan d'existence ? Peut-être qu'il parte là où Shenron va lorsqu'il n'est pas invoqué. On ne sait pas. Ce qu'on peut déduire en tout cas, c'est qu'il part définitivement, sinon il ne serait pas passé faire ses adieux à Krillin, Muten Roshi et Piccolo. Quoi qu'il en soit, cette fin est vraiment géniale. C'est beau, mélancolique, c'est une fin qui fait clairement appel à nos émotions et notre amour de Dragon Ball. Je mets au défi n'importe quel haters de DBGT de ne pas trouver cette fin magnifique. Bon, il y a juste le délire des trucs qui se passent 100 ans plus tard que je trouve un petit peu chelou. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus tard de ça. Oui. Bref, ceci marque la fin de notre rétrospective de la série Dragon Ball GT. Je vais à présent pouvoir donner mon avis définitif avec un regard neuf et des années de recul. Je dirais que Dragon Ball GT est une série qui a eu des hauts et des bas. Malheureusement, plus de bas que de hauts. Il y a eu du très bas et aussi du très haut. On peut lui faire 1 million de reproches sur l'animation, le scénario, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir globalement voulu bien faire. Ça a échoué, ça s'est trompé, mais ça n'a jamais vraiment trahi ce qu'est Dragon Ball. À part l'arc Super C17 qui semble exister pour de mauvaises raisons, à aucun moment je n'ai senti que la volonté de bien faire était en retrait par rapport à des intentions purement mercantiles. Alors nous ne sommes pas cons, évidemment que cette suite existe pour vendre du produit dérivé, mais j'ai le sentiment que ça a essayé de bien le faire. Dragon Ball GT est très injustement perçu comme étant une hérésie par une partie des fans, et j'ai longtemps été de cela. Ce n'est pas bon certes, mais ce n'est pas non plus une trahison. Je sais que la moustache de Vegeta nous a traumatisés, mais une fois qu'on a passé le cap, et sans aller jusqu'à dire que c'est du Dragon Ball 100% pur jus non plus, ça a le mérite d'avoir essayé. Et d'un autre côté, beaucoup surestiment énormément la série, qui en vrai de vrai n'est pas ouf. Et je pense que ceux-là ont kiffé justement parce qu'ils y ont ressenti un amour sincère de Dragon Ball. Et je me rends bien compte que je tourne un petit peu en rond dans ce que j'essaye de te dire, mais c'est pour être sûr que tu comprennes bien ce que je veux dire. En définitive, pour résumer, je dirais que Dragon Ball GT n'est pas une série de dingue, c'est vraiment pas ouf. Cependant, on y ressent une véritable volonté de respecter Dragon Ball et ses fans, il y a un véritable amour qui s'en dégage. Et je pense que c'est en grande partie pour ça que beaucoup de fans considèrent Dragon Ball GT comme étant plus réussi que Dragon Ball Super. Et là, tu te demandes très certainement si personnellement je pense que DBGT est meilleur que Dragon Ball Super. Eh bien pour répondre à cette question, nous le ferons dans une prochaine vidéo. Abonne-toi, mets la cloche. Que la passion te guide et n'oubliez pas, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein ? Tu vas laisser un pouce bleu ? Un petit pouce bleu, hein ? Puis tu regardes aussi les autres vidéos ? Parce que voilà, tu t'abonnes ? Ouais ?